Elle est l'un des lieux principaux de la détention du régime de Vichy et sera marquée à jamais par l'incarcération et la torture de Jean Moulin, ainsi que de nombreux résistants et juifs. Des rescapés vont décrire l'horreur de la détention, comme le récit de Charles Spitz, un résistant juif arrêté le 19 novembre 1943 à Lyon, et qui dira « Je ne savais pas si je sortirais vivant de cette cellule, mais je m'accrochais à chaque jour comme à une victoire. J'ai vu le regard de la mort dans le miroir d'une lampe trop vive passer juste sur mon visage. Et j'ai compris que la peur ne disparaissait jamais, elle devenait une compagne. Charles ne parlera jamais, fredonnant des vers de Victor Hugo pour ne pas sombrer dans la folie. Déporté à Buchenwald puis à Dora, où il effectuera le travail forcé dans les usines souterraines des missiles V2, Charles survivra à la déportation, mais d'autres n'auront pas cette chance. Aujourd'hui, lieu de mémoire, la prison et mémorial de Montluc, dans le 3e arrondissement de Lyon, sont les témoins des heures les plus sombres de l'histoire de France. Aujourd'hui, dans Histofem, nous nous demanderons en quoi la prison de Montluc joue-t-elle un rôle essentiel dans le devoir de mémoire collectif. Les origines et les raisons de la construction de la prison de Montluc puisent son origine dans la Première Guerre mondiale et les problèmes de discipline rencontrés au front par les instances militaires. Au-delà des grandes mutineries de 1917, qui touchent la quasi-totalité des armées engagées dans le conflit, c'est l'indiscipline rencontrée au quotidien, comme par exemple le refus d'obéissance aux ordres, les désertions et les mutilations volontaires, qui vont conduire à une volonté de créer des prisons comme celle de Montluc. Est alors décidée une réorganisation de la justice militaire suite à cette Première Guerre mondiale. La prison de Montluc est alors construite à Lyon, en juxtaposition du tribunal militaire pour la région sud-est. C'est une prison assez petite, composée d'un bâtiment accueillant les cellules, d'un greffe, de cuisine, d'un pavillon des officiers, de douches et d'ateliers pour un total de 122 places en cellules individuelles pour soldats et sous-officiers, ainsi que 5 places pour les officiers. Elle reste très peu utilisée durant l'entre-deux-guerres, car la libération progressive des condamnés de la guerre et la baisse constante du nombre de détenus militaires au début des années 1920 va conduire justement à ce délaissement. Elle est prêtée à la justice civile à partir de 1926, mais elle est toujours que très peu utilisée à cause d'une forte diminution de la population carcérale civile dans les années 20-30, suite à la loi sur le sursis et les libertés conditionnelles, et elle va même fermer ses portes à partir de 1932, après seulement 11 ans de service. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe le 1er septembre 1939 par l'invasion de la Pologne enclenche les Jeux d'Alliance. La France entre en guerre aux côtés des Alliés et la prison militaire reprend du service. Dès son ouverture, elle accueille les premiers condamnés militaires, mais aussi les nombreux militants communistes considérés comme un danger pour la sécurité intérieure suite à la signature du pacte de non-agression germano-soviétique le 23 août 1939. Le 10 mai 1940, les Panzers déferlent sur la France en passant par les Ardennes. L'état-major des Alliés, dirigé par le généralissime Maurice Gamelin, est totalement dépassé par le Blitz, cette fameuse guerre éclair utilisée par les Allemands. Le 17 mai, Gamelin est démis de ses fonctions et remplacé par le malheureux Maxime Weygand. L'armée française, jugée supérieure et invincible, est alors balayée en seulement quelques semaines par les modernisations des tactiques militaires que les vieux généraux de 14-18 n'ont pas su adopter. Dans le même temps, et dans un ultime effort de redresser la France de cette situation quasi désespérée, le président du Conseil des ministres, Paul Reynaud, nomme vice-président du Conseil un des héros de la Grande Guerre, Philippe Pétain. Cependant, Pétain, voyant la situation s'aggraver, devient un partisan de l'armistice avec l'Allemagne. Le 16 juin, Paul Reynaud présente la démission de son gouvernement car il se trouvait en minorité. Le président de la République, Albert Lebrun, nomme alors Philippe Pétain à la tête du gouvernement. La France signe cet armistice le 22 juin 1940 à Compiègne. Le 10 juillet, les pleins pouvoirs sont votés par les députés à 569 voix pour, 80 voix contre et 20 abstentionnistes. Un nouveau régime est alors mis en place dans ce qui est alors appelé la France libre, dirigée par Pétain. La France plonge alors dans un régime de plus en plus autoritaire et collaborationniste. La prison de Montluc devient un instrument politique majeur pour le nouveau gouvernement en place. Les oppositions politiques, les anarchistes et les résistants sont enfermés et arrêtés à la prison de Montluc.
D'une capacité de 127 détenus, elle compte rapidement plus de 300 prisonniers dans des conditions de détention médiocres. Parmi les détenus durant cette période vichiste, certains grands noms sont déjà présents, comme par exemple le général Jean Delattre de Tassigny, incarcéré pour avoir refusé de s'incliner devant l'invasion allemande de la zone libre fin 42 à cause du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. La prise totale de contrôle des Allemands est actée le 17 février 1943, devenant dans le même temps un haut lieu de la répression allemande en région Rhône-Alpes. Très vite, les opérations de démantèlement de réseaux de résistants conduisent à un afflux de prisonniers. À ces résistants et opposants politiques s'ajoutent les juifs et réfractaires du service de travail obligatoire, le fameux STO. De fait, Montluc devient un centre de transit vers l'enfer concentrationnaire nazi. On compte près de 10 000 personnes incarcérées jusqu'à la libération le 24 août 1944, et là où les conditions de détention étaient très mauvaises sous le régime de Vichy, elles deviennent catastrophiques sous les nazis avec une population culminant à 1300 personnes à l'été 1944. Tous les espaces de la prison, comme les douches, les toilettes, les réfectoires, les caves et ateliers sont progressivement transformés en lieux d'enfermement. Les cellules de 4 mètres carrés, qui accueillent jusqu'à 8 détenus, sont abominables. Il faut s'imaginer qu'en plus de ces conditions difficiles, s'ajoute une hygiène déplorable, les repas limités à 1 par jour, la prolifération des insectes et les maladies, ainsi que bien entendu des interrogatoires très musclés et la torture. Nombreux seront les témoignages après-guerre de ces détenus de la prison de Montluc, comme celui du capitaine Sèvres ou de Béatrice de Toulouse-Lautrec. Mais ce sera surtout la figure de Jean Moulin qui reste associée à la prison de Montluc, dont la mort est le symbole de la barbarie nazie. Cet ancien préfet d'Eure-et-Loir rejoint la France libre et De Gaulle dès 1941, et celui-ci en fait son délégué civil et militaire pour la zone libre. Il est envoyé ensuite en France sous le pseudo Grex, en décembre 1941, et il est chargé d'unifier les mouvements de résistance et de les regrouper dans ce qu'on va appeler l'armée secrète, qui sera sous la direction d'un chef nommé par De Gaulle. Après de longs mois de négociations, les choses se mettent alors en place et les mouvements de résistance s'unifient derrière certaines figures comme Charles Delestraint ou Henri Freinet. Cependant, début février 1943, l'armée secrète est totalement décapitée par les services secrets et la répression allemande. Les principaux chefs de la résistance, notamment les chefs locaux, sont arrêtés, tandis que Jean Moulin et Delestraint retournent à Londres. Le 20 mars, ils reviennent en France dans l'objectif de fonder le fameux Conseil national de la résistance, mais les arrestations précédentes commencent à faire peser des sérieuses menaces sur Moulin et Delestraint. Le 9 juin, Delestraint est arrêté par la Gestapo, et Jean Moulin se sait traqué et en informe même De Gaulle dans une lettre juste avant son arrestation. Il dit alors « Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo, qui n'ignorent rien de mon identité ni de mes activités. Ma tâche devient de plus en plus délicate alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. » Le 21 juin 1943 à Caluire-et-Cuire, Jean Moulin est arrêté dans la maison du docteur Dugoujon lors d'une réunion avec 7 dirigeants de la résistance. La trahison viendrait de René Hardy, un résistant présent à la réunion alors que celui-ci n'était pas convié. Jean Moulin est alors conduit à la prison de Montluc, où il est formellement identifié quelques jours plus tard. Son calvaire ne commence seulement. Klaus Barbie, surnommé plus tard le boucher de Lyon, est le chef de la Gestapo basé à Lyon. Lorsqu'il est averti de la présence de Jean Moulin, il prend personnellement en charge la torture de ce dernier. Jean Moulin est alors violemment battu. Les coups sont si violents que son visage tuméfié en devient méconnaissable. À cela s'ajoutent les brûlures de cigarettes, les électrocutions et bien entendu la privation de sommeil. Malgré un épuisement mental et physique, Jean Moulin ne parlera jamais et finit par mourir des suites de ses blessures et de ses tortures dans le train qui le conduit en Allemagne entre le 8 et 10 juillet 1943. Au-delà de ces personnalités marquantes, nombreuses ont été les exécutions sommaires et la plupart des prisonniers de Montluc sont transférés dans les camps de concentration nazis. Les débarquements du 6 juin 1944 en Normandie et celui du 15 août en Provence libèrent progressivement la France. Le 24 août, la prison est enfin libérée. L'horreur de l'enfermement est perceptible à travers les corps libérés, les murs gravés et salis, l'odeur nauséabonde et persistante. La prison est maintenue en accueillant alors près de 900 criminels de guerre et collaborateurs dans le cadre de la politique d'épuration judiciaire. L'après-guerre signe toutefois la fin des prisons militaires en métropole dans le cadre d'une réforme des établissements pénitentiaires, civils et militaires, datée du 25 octobre 1947.
La prison relève alors du ministère de la Justice, mais elle est toujours liée au tribunal militaire. Durant la guerre d'indépendance algérienne de 58 à 62, la prison de Montluc accueille les Algériens membres du FLN, le Front de Libération Nationale, et les condamnés à mort par le tribunal permanent des forces armées. Pas moins de 11 membres du FLN seront guillotinés entre septembre 1959 et janvier 61. La prison de Montluc reste assez spéciale dans le parc pénitentiaire régional, car malgré la vétusté des lieux, elle n'accueille que très peu de détenus. Ça sera surtout des jeunes, des témoins de Jéhovah et des délinquants vulnérables aux grands établissements. Le dernier événement marquant de la prison est l'incarcération de Klaus Barbie à la demande du ministre de la Justice Robert Badinter avant son transfert à la prison de Saint-Joseph jusqu'à son procès en 1987 et son décès en 1991. À partir des années 90 et malgré une volonté de rénovation des bâtiments, la prison est de moins en moins utilisée, au point que sa fermeture définitive est actée en 2009. Mais la menace de démolition va conduire à la mobilisation des associations telles que l'Association des rescapés de Montluc et l'Association des fils et filles de déportés juifs de France pour la sauvegarde du lieu. Les enjeux de mémoire permettent ainsi l'inscription aux monuments historiques le 25 juin 2009. La rénovation et l'affectation au ministère des Armées et gérée par l'Office national des combattants et des victimes de guerre permet une réouverture au public à partir de 2010. Le mémorial de la prison de Montluc sert avant tout de mémoire aux résistants, juifs et otages victimes de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Dès votre entrée, vous serez saisi par cette ambiance assez pesante en passant devant les murs des fusillés à l'intérieur et le chemin d'exposition qui retrace toutes les conditions de détention, les interrogatoires par les témoignages et le massacre des prisonniers. Puis, en montant à l'étage, vous traverserez ce fameux long couloir pénitentiaire où les cellules ouvertes permettent d'entrevoir la dureté des conditions d'enfermement. Tout cela dans le but de ne jamais oublier les traces douloureuses du passé. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a donné envie de visiter ce lieu de mémoire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager, ça aide beaucoup pour la visibilité. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Histophem.